Bonjour, bienvenue sur ce live Twitch où nous allons parler des Misérables de Victor Hugo. Tout le monde est prêt? Vous avez préparé votre petit café, votre petit thé, infusion, matcha. Moi j'ai préparé mon café, techniquement je me suis préparé un cappuccino. En vous attendant, et en attendant le début du live, je l'ai bu, eh oui. C'est pas grave. Bon, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, puisque nous, on s'est vu dimanche dernier pour un live papotage. Bonjour Sergent Duval, j'espère que tu vas bien. Alors, à toutes fins utiles, vu que pour une fois, j'ai une date à vous proposer, je vous donne déjà la date du prochain live concernant Les Misérables de Victor Hugo. Nous allons faire ça lundi prochain, le 13 octobre, à 11 h le matin, ça vous dit? Pas trop tôt? Comme ça, avant d'aller manger, tranquillou. Oui, je vous ai prévenu, hein, ces lives des Misérables ne sont pas à périodicité régulière, ça n'est pas de mon fait, c'est les conséquences de mon travail qui font que mon planning ne me permet pas de faire autrement. Donc, ces problèmes de planning étant résolus, nous allons partir retrouver nos protagonistes là où nous les avons laissés la semaine dernière. Tout le monde est prêt? Nous y allons? Alors, on en était page 127, enfin pour mon édition à moi, hein, puisque moi j'ai Les Misérables en édition livre de poche classique. Alors, tranquillité. Après avoir donné le bonsoir à sa sœur, Monseigneur Bienvenu prit sur la table un des deux flambeaux d'argent, remit l'autre à son hôte et lui dit « Monsieur, je vais vous conduire à votre chambre. » L'homme le suivit. Comme on a pu le remarquer dans ce qui a été dit plus haut, le logis était distribué de telle sorte que, pour passer dans l'oratoire, où était l'alcôve, ou pour en sortir, il fallait traverser la chambre à coucher de l'évêque. Excusez-moi. Au moment où il traversait cette chambre, Madame Magloire serrait l'argenterie dans le placard qui était au chevet du lit. C'était le dernier soin qu'elle prenait chaque soir avant de s'aller coucher. L'évêque installa son hôte dans l'alcôve. Un lit blanc et frais y était dressé. L'homme posa le flambeau sur une petite table. « Allons, dit l'évêque, faites une bonne nuit. Demain matin, avant de partir, vous boirez une tasse de lait de nos vaches, tout chaud. »« Merci, monsieur l'abbé, dit l'homme. » À peine eut-il prononcé ces paroles pleines de paix que, tout à coup et sans transition, il eut un mouvement étrange, et qui eût glacé d'épouvante les deux saintes filles si elles en eussent été témoins. Aujourd'hui même, il nous est difficile de nous rendre compte de ce qui le poussait en ce moment. Voulait-il donner un avertissement ou jeter une menace? Obéissait-il simplement à une sorte d'impulsion instinctive et obscure pour lui-même? Il se tourna brusquement vers le vieillard, croisa les bras et, fixant sur son hôte un regard sauvage, il s'écria d'une voix rauque. « Ah, ça! Décidément, vous me logez chez vous, près de vous, comme cela ?» Il s'interrompit et ajouta avec un rire où il y avait quelque chose de monstrueux. « Avez-vous bien fait toutes vos réflexions? Qui est-ce qui vous dit que je n'ai pas assassiné ?» L'évêque répondit. « Cela regarde le bon Dieu. » Puis, gravement et remuant les lèvres comme quelqu'un qui prie ou qui se parle à lui-même, il dressa les deux doigts de sa main droite et bénit l'homme qui ne se courba pas, et sans tourner la tête et sans regarder derrière lui, il rentra dans sa chambre. Quand l'alcôve était habitée, un grand rideau de serge tiré de part en part dans l'oratoire cachait l'autel. L'évêque s'agenouilla en passant devant ce rideau et fit une courte prière. Un moment après,
Il était dans son jardin, marchant, rêvant, contemplant. L'âme et la pensée tout entière à ces grandes choses mystérieuses que Dieu montre la nuit aux yeux qui restent ouverts. Quant à l'homme, il était vraiment si fatigué qu'il n'avait même pas profité de ses bons draps blancs. Il avait soufflé sa bougie avec sa narine, à la manière des forçats, et s'était laissé tomber tout habillé sur le lit, où il s'était tout de suite profondément endormi. Minuit sonnait, comme l'évêque rentrait de son jardin dans son appartement. Quelques minutes après, tout dormait dans la petite maison. Bon, donc ils ont fini leur repas, ils sont allés se coucher. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous continuons, nous arrivons au chapitre 6, Jean Valjean. C'est curieux d'ailleurs cette page de chapitre. Je vous explique. Pour moi personnellement, visuellement, je ne peux pas vous le montrer, ça ne se verra pas. J'ai le tiers du haut, où c'est le chapitre normal, et les 2 tiers restants, ce sont des notes de bas de page. On va lire cette page et on va s'intéresser, on va jeter un coup d'œil aux notes de bas de page, voir si, comme on disait tantôt, c'est judicieux ou pas. Allez, Jean Valjean. Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de la Brie. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur à Faverolles. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu. Son père s'appelait Jean Valjean ou Vlajean, sobriquet probablement et contraction de Voilajean. Jean Valjean était d'un caractère pensif, sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Somme toute, pourtant, c'était quelque chose d'assez endormi et d'assez insignifiant, en apparence du moins, que Jean Valjean. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Sa mère était morte d'une fièvre de lait mal soignée. Son père, émondeur comme lui, s'était tué en tombant d'un arbre. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur plus âgée que lui, veuve avec 7 enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean, et tant qu'elle eut son mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L'aîné des 7 enfants avait 8 ans, le dernier 1 an. Jean Valjean venait d'atteindre, lui, sa 25e année. Il remplaça le père et soutint à son tour sa sœur qu'il avait élevée. Cela se fit simplement comme un devoir, même avec quelque chose de bourru de la part de Jean Valjean. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de bon ami dans le pays. Il n'avait pas eu le temps d'être amoureux. Alors, là on est à la fin du paragraphe. Si vous permettez, on va jeter un coup d'œil à nos notes de bas de page. Alors, de quoi s'agit-il? La première note, elle est à la fin de cette phrase. La phrase, c'est « Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla ». Petit 1, on nous dit « La narration prend l'occasion du réveil et du retour à la conscience pour faire l'histoire de Jean Valjean, mais sans la lui confier par un monologue intérieur. Indice de cette opacité faite d'absence à soi-même, qui est la marque, non le caractère, du héros, et le propre de toute misère comme de toute sainteté. » Ouais. Le petit 2 est attribué à la phrase suivante. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur à Faverolles. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu, son père s'appelait Jean Valjean ou Vlajean, sobriquet probablement et contraction de Voilajean. Donc je présume que le petit 2 est l'explication du sobriquet. Le sobriquet, cette hésitation reproduit, celle de l'auteur, qui avait d'abord nommé le héros Vlajean et lui donne un patronyme incertain. L'étymologie achève donc la négation de l'identité, puisque déjà commun au père et au fils, ce nom n'est qu'un prénom,
le plus commun de tous et homonyme de l'indéfini des gens. Le sobriquet initial, voilà Jean, désigne dans le héros un étrange double inverse du Baptiste, un précurseur qui n'aurait annoncé que lui-même. Ou bien aussi l'évangéliste, l'apôtre de l'amour, dont Hugo dit magnifiquement dans William Shakespeare « Jean est le vieillard vierge, on n'échappe pas à l'amour. Jean tout jeune était doux et farouche, il aima Jésus, puis ne put rien aimer. » Il y a un profond rapport entre le Cantique des Cantiques et l'Apocalypse. L'un et l'autre sont des explosions de virginité amoncelées. Sur tout ceci, voilà B. Lelio, bibliographie. Quand je vous disais que les notes de bas de page... Voilà. Et le petit 3 se rapporte à l'expression « c'était quelque chose ». Tout le roman orchestre ce motif de la réification de l'humanité par la misère et par exemple très peu après. C'était un triste groupe que la misère enveloppa. Ouais, de vous à moi, les notes de bas de page, soit on n'a pas la référence et ça éclaire plus, soit c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, on est un peu largué, quoi. Mais sinon, globalement, si on fait abstraction de ça et que on poursuit l'histoire juste pour les protagonistes, je trouve que c'est très actuel. Malheureusement, bien évidemment. Et vous, c'est quoi votre opinion? Les Misérables, texte actuel ou pas? Après, c'est vrai que... vu le niveau de vocabulaire et vu surtout la longueur du texte, je ne sais pas si... Enfin, je ne suis pas prof de français, hein, mais je ne sais pas s'il serait possible de l'étudier plus en profondeur au collège, voire au lycée. Pour les plus littéraires, je pense qu'il peut être intéressant. Par contre, pour ceux qui ne sont pas fans de la lecture, je pense qu'on les perdrait un peu plus. Mais bon. Qu'est-ce que vous en dites? Promis, je vous lâche dans 3 minutes. Non? Vous aussi, vous êtes sans opinion? Bon. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous propose qu'on se retrouve pour Les Misérables de Victor Hugo, où nous verrons ce qu'il arrive à Jean Valjean et où est-ce qu'il va aller, hein. Lundi prochain, 13 octobre à 11 h le matin. Je vous mettrai tout ce qu'il faut dans le planning de la chaîne. Et éventuellement, il y aura un rappel par une story sur Instagram. Et n'hésitez pas, vous pouvez venir sur cette chaîne même quand il n'y a pas de live, puisque de toute façon, vous avez les vidéos en replay. Donc, vous pouvez venir quand bon vous semble. Et d'ailleurs, ce sera avec grand plaisir. D'ici là, on se retrouve pour un live papotage et littérature dimanche, comme tous les dimanches, de 14 h à 16 h. Et ben, d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Profitez bien. Et je vous dis à très bientôt.